Alors que le monde observe le conflit en Ukraine, la Russie reconstruit tranquillement sa capacité militaire avec un objectif spécifique de tester les limites de l'OTAN. Des documents fuités du renseignement allemand révèlent que Poutine ne voit plus l'Occident comme un partenaire, mais comme un ennemi systémique. Et la partie la plus alarmante, malgré les 3/4 des forces terrestres russes en Ukraine, leurs forces navales et aériennes restent en état d'alerte élevé, prêtes pour une éventuelle redirection contre les pays membres de l'OTAN. Ce n'est pas que de la spéculation. Nous parlons d'une évaluation conjointe par le service fédéral de renseignement allemand, le Bundesnachrichtendienst et les forces armées allemandes, la Bundeswehr. Le rapport souligne que le Kremlin prépare le terrain pour une éventuelle guerre conventionnelle contre l'OTAN d'ici la fin de cette décennie. Les rapports indiquent que Vladimir Poutine semble déterminé à tester les garanties du célèbre article 5 de l'OTAN, la clause bien connue qui oblige tous les pays membres à se défendre mutuellement en cas d'attaque. Pour les Allemands, Poutine pourrait essayer de voir à quel point cet engagement serait respecté en pratique. Mais voici un point troublant. Cette stratégie de test des limites de l'OTAN n'est pas nouvelle. En 2008, la Russie a envahi la Géorgie. En 2014, elle a annexé la Crimée. Et en 2022, elle a lancé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Si nous regardons de près, chaque action a été plus audacieuse que la précédente. C'est comme si Poutine testait jusqu'où il peut aller sans provoquer une réponse militaire directe de l'Occident. La réponse de l'Occident jusqu'à présent a été principalement économique. Mais malgré des pertes majeures et des sanctions internationales, la Russie semble avoir ignoré le reste du monde, augmentant sa production militaire à des niveaux impressionnants. Par exemple, les dépenses militaires russes ont grimpé à environ 120 milliards d'euros en 2025, représentant plus de 6% du produit intérieur brut du pays. Cela a presque quadruplé ce qui a été dépensé en 2021 avant l'invasion. 6% peuvent sembler peu, n'est-ce pas? Mais pour comparaison, la plupart des pays de l'OTAN européens ont du mal à atteindre l'objectif de 2% du produit intérieur brut en défense. La France, par exemple, dépense environ 2,1%, et l'Allemagne, même avec les augmentations récentes, est toujours autour de 1,6%. Seule la Pologne, avec ses 4%, se rapproche du niveau de militarisation de la Russie, mais reste considérablement dans la traîne. Mais l'expansion militaire de la Russie va bien au-delà des dépenses. Pour l'année prochaine, la Russie prévoit d'augmenter ses forces armées à 1 500 000 soldats. Un nombre impressionnant, l'analyse allemande prévoit également que le nombre de troupes et de réserves d'équipements près des frontières de l'OTAN devrait augmenter de 30 à 50% par rapport au niveau de 2022. Un autre point d'inquiétude pour l'OTAN est que l'économie de guerre de la Russie produit plus d'équipements que nécessaire juste pour les opérations en Ukraine, indiquant clairement une planification pour un certain type de conflit futur. Mais il y a un élément encore plus inquiétant, la façon dont la Russie a adapté son industrie civile à des fins militaires. Le pays a réussi en moins de 2 ans à multiplier sa production de munitions, de drones et de véhicules blindés malgré les sanctions occidentales. Cela a été rendu possible grâce à une reconfiguration rapide des usines et à la mise en place d'un système d'économie de guerre qui privilégie la production militaire au bien-être de la population. De plus, la Russie a contourné les sanctions en s'associant à des pays comme l'Iran, la Corée du Nord et la Chine qui fournissent des composants essentiels, des connaissances techniques et dans certains cas des armes complètes comme les drones Shahed de l'Iran. Malgré cela, les autorités allemandes reconnaissent que la Russie n'est pas encore prête pour une guerre à grande échelle contre l'OTAN à court terme. Cependant, un avertissement du département de la sécurité de la Lituanie est assez préoccupant. Selon les autorités du pays, une action militaire russe limitée contre un ou plusieurs États de l'OTAN est dans le domaine du possible.
Cela pourrait inclure des cyberattaques à grande échelle, le sabotage d'infrastructures critiques, des opérations hybrides dans les régions frontalières ou même des tests limités des défenses aériennes ou côtières des pays baltes. Et bien sûr, tout cela serait fait de manière contrôlée pour rester en dessous des seuils qui provoqueraient une réponse militaire complète de l'OTAN. Observant ces mouvements dangereux de la Russie, l'Europe a commencé à changer complètement sa position ces dernières années. L'OTAN a concentré ses efforts sur deux fronts principaux. Premièrement, en fournissant un soutien militaire direct à l'Ukraine, avec les pays occidentaux fournissant des armes avancées, de la formation et du renseignement aux forces ukrainiennes, dans un effort coordonné totalisant environ 40 milliards d'euros annuellement en aide militaire. Ce soutien a évolué des fournitures urgentes d'armes légères au début de la guerre à des livraisons massives d'équipements lourds. Au début, il s'agissait principalement d'armes anti-chars portables comme le Javelin, le Next Generation Light Anti-Tank Weapon et le Panzerfaust. Puis sont arrivés des systèmes d'artillerie de précision comme le High Mobility Artillery Rocket System des obusiers automoteurs et des systèmes de défense aérienne. En 2023, après des débats intenses, les Alliés ont accepté de fournir des chars de combat modernes, totalisant environ 300 unités occidentales, y compris le Léopard 2, le Challenger 2 et le 1-1 Abrams. Et enfin, dans une décision particulièrement significative, le Royaume-Uni et la France ont brisé des tabous en fournissant des missiles de croisière Storm Shadow Scalp avec une portée d'environ 250 km. Deuxièmement, les pays membres de l'OTAN ont commencé à renforcer leur propre position défensive, en particulier sur le flanc est européen, en multipliant les troupes stationnées. Par exemple, l'OTAN a presque décuplé le nombre de troupes sous son commandement direct sur le front de l'Est. 4 nouveaux groupes de combat multinationaux ont été créés en Roumanie, en Slovaquie, en Hongrie et en Bulgarie, s'ajoutant aux 4 existants dans les États baltes et en Pologne. Pour donner une idée de l'ampleur de ce changement, en avril 2022, il y avait environ 40 000 soldats alliés stationnés sur la ligne de front Est, comparativement à seulement 4 600 l'année précédente. Un autre bataillon multinational, celui situé en Pologne, a été renforcé d'environ 1 000 à 10 500 soldats, une augmentation considérable. Ces groupes de combat se composent de contingents de différents pays de l'OTAN, ce qui sert à la fois à augmenter la capacité militaire et à envoyer un message clair aux Russes. Toute attaque contre un pays d'Europe de l'Est est une attaque contre l'ensemble de l'Alliance. Dans le groupe de combat de Lettonie, par exemple, nous avons des soldats du Canada, d'Albanie, d'Italie, de Pologne, de Slovaquie, de Slovénie, de la République tchèque et du Monténégro. Cette diversité signifie qu'une attaque russe devrait faire face aux forces de presque 10 pays de l'OTAN simultanément, rendant beaucoup plus difficile pour la Russie d'isoler politiquement un État membre. De plus, nous assistons à une course pour renforcer les défenses nationales. Presque tous les membres européens de l'OTAN ont annoncé des augmentations de leur budget de défense. La Pologne, comme nous l'avons mentionné auparavant, est devenue proportionnellement le plus grand investisseur de l'Alliance, atteignant 4%. Mais ce n'étaient pas seulement les pays de première ligne qui ont changé leurs priorités. Même des nations traditionnellement plus prudentes en matière de dépenses militaires, comme l'Allemagne et l'Italie, ont lancé des plans d'augmentation ambitieux. Le gouvernement allemand, par exemple, a créé un fonds extraordinaire de 100 milliards d'euros dédié exclusivement à la modernisation militaire. Ce tournant dans la politique allemande, appelé Zeitenwende par le chancelier Olaf Scholz, marque un changement historique pour le pays qui a évité pendant des décennies de prendre un rôle militaire plus important en Europe en raison de son passé de la Seconde Guerre mondiale. Le réarmement européen ne s'est pas arrêté à la simple augmentation des budgets. Plusieurs pays ont annoncé des plans impressionnants d'expansion et de rééquipement. La Pologne, à cet égard, mène également ses efforts avec le programme de réarmement le plus ambitieux d'Europe,
commandant 1000 chars K2 et 600 obusiers K9 de Corée du Sud, en plus de divers systèmes américains. L'objectif est de former de nouvelles divisions mécanisées et de transformer ces forces terrestres en les plus puissantes d'Europe continentale. Les pays baltes, bien que plus petits, ont également augmenté leurs investissements en défense, se concentrant sur des systèmes qui leur donneraient une certaine capacité de résistance initiale en cas d'attaque russe. L'Estonie, par exemple, a acquis des systèmes de lancement de roquettes multiples High Mobility Artillery Rocket System capables de frapper des cibles à longue distance, tandis que la Lettonie et la Lituanie ont investi dans la défense anti-aérienne et anti-chars et ont augmenté leurs forces de défense territoriale avec des unités composées de civils formés qui pourraient mener des opérations de guérilla en cas d'occupation. La guerre en Ukraine a également conduit à l'expansion géographique de l'OTAN. En 2023, nous avons assisté à l'adhésion de la Finlande à l'Alliance, un mouvement historique qui a mis fin à des décennies de neutralité du pays et a plus que doublé la frontière directe entre l'OTAN et la Russie, ajoutant 1300 km de frontières partagées. La Suède a suivi peu de temps après, devenant le 32e membre, renforçant davantage le flanc nord de l'Alliance. L'entrée de la Finlande et de la Suède est particulièrement significative car elle transforme presque la mer Baltique en un lac de l'OTAN. À l'exception de l'enclave russe de Kaliningrad et d'une petite partie de la côte de Saint-Pétersbourg, l'ensemble du littoral appartient désormais aux pays de l'OTAN. Cela a d'énormes implications stratégiques pour la défense navale et aérienne de la région, limitant sévèrement la liberté de manœuvre des forces russes. L'OTAN elle-même, en tant qu'organisation, a également subi des transformations profondes. En juin 2022, l'Alliance a approuvé un changement historique, augmentant ses forces de haute disponibilité à 300 000 soldats, remplaçant l'ancien modèle par un système de forces de disponibilité permanente. Cette nouvelle structure ressemble de près à ce que nous avons vu pendant la guerre froide, avec des alliés désignés pour défendre des secteurs spécifiques de territoire en cas d'attaque. Attaque! C'est presque comme si l'OTAN revenait à ses racines, se concentrant sur la défense territoriale contre une menace étatique concrète, après des décennies de concentration uniquement sur la gestion des crises et les menaces non conventionnelles. Pour mettre en œuvre cette nouvelle position, l'OTAN a revitalisé des structures de commandement qui étaient presque dormantes, comme le commandement de l'Atlantique, responsable de la protection des voies maritimes entre l'Amérique du Nord et l'Europe, qui sont vitales pour renforcer le continent en cas de conflit. De plus, l'Alliance a intensifié ses exercices militaires, menant des manœuvres à grande échelle comme Air Defender 2023, le plus grand exercice aérien de l'histoire de l'OTAN, avec 25 nations et 250 avions opérant simultanément dans l'espace aérien européen. Je comprends qu'il soit difficile de saisir l'importance de cette situation en regardant tous ces chiffres. Nous devons donc surtout considérer l'enjeu réel de cette situation. Pour les pays européens, la sécurité du continent est profondément liée à l'issue de la guerre en Ukraine. Comme de nombreux dirigeants l'ont réitéré ces dernières années, la sécurité de l'Ukraine est la sécurité de l'Europe. Ce n'est pas juste une phrase accrocheuse. Il y a une véritable peur, surtout dans les États de première ligne comme la Pologne, les pays baltes et la Roumanie, que si la Russie réussit en Ukraine, elle ne s'arrêterait pas là. Les sondages confirment cette crainte. Entre la moitié et les 2/3 de la population dans des pays comme la Pologne, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni croient que la Russie attaquerait un autre pays européen si elle parvenait à conquérir des parties de l'Ukraine. Maintenant, je sais que beaucoup de gens pensent que cette peur est exagérée ou infondée, mais Poutine lui-même a publiquement remis en question la légitimité des États baltes. Il a également suggéré que la Pologne faisait historiquement partie de la sphère d'influence de la Russie, et ses porte-paroles menacent fréquemment les pays soutenant l'Ukraine de conséquences imprévisibles. Les documents stratégiques russes, comme la doctrine Gerasimov, indiquent une vision de confrontation permanente avec l'Occident, où les lignes entre la guerre et la paix sont assez floues. D'autre part, les dirigeants européens voient la résistance ukrainienne comme une barrière protégeant le reste de l'Europe de l'agression russe.
Pour eux, soutenir l'Ukraine maintenant, même si cela implique des coûts financiers et matériels élevés, est considéré comme préférable par rapport à l'alternative. Devoir affronter une Russie plus confiante directement aux frontières de l'OTAN dans un avenir proche. Cette logique explique pourquoi l'Europe continue de soutenir l'Ukraine avec une telle détermination, même après plus de 3 ans de conflit. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a rendu cette position très claire en renforçant les lignes rouges de l'Alliance et en promettant une réponse dévastatrice à toute attaque russe sur les pays membres. Si quelqu'un devait mal calculer et penser qu'ils peuvent s'en sortir avec une attaque sur la Pologne ou sur n'importe quel autre allié, ils seront confrontés à la pleine force de ces alliés féroces. Notre riposte sera écrasante. Cela doit être très clair pour Vladimir Vladimirovitch Poutine et toute autre personne qui souhaite nous attaquer. C'est un rappel clair que malgré les provocations russes, l'OTAN reste engagée en faveur de la défense collective. Ce que nous observons actuellement, c'est en fait l'OTAN qui retourne à ses racines, se concentrant sur la défense territoriale collective contre un grand ennemi étatique. Ironiquement, l'invasion russe semble loin d'atteindre son objectif. Lorsque Poutine a commencé ce qu'il considérait comme une opération militaire spéciale en février 2022, l'un de ses objectifs déclarés était d'empêcher l'expansion de l'OTAN et de renverser sa présence en Europe de l'Est. Le résultat a été tout l'inverse. L'OTAN a gagné 2 nouveaux membres, a considérablement augmenté sa présence militaire à l'Est et a renforcé l'unité parmi les pays membres. Pour beaucoup, cela représente l'un des échecs stratégiques les plus significatifs du Kremlin au cours des dernières décennies. Mais alors que les autorités allemandes reconnaissent que la Russie n'est pas encore prête pour une guerre à grande échelle contre l'OTAN à court terme, les signes de préparation à un éventuel conflit futur sont évidents et inquiétants. Comme l'a dit Charles Michel, président du Conseil européen, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est attaquée. Le droit international, l'ordre basé sur des règles, la démocratie et la dignité humaine sont également attaqués. Cette phrase résume bien ce qui est en jeu dans cette confrontation géopolitique. Et que pensez-vous de cette situation? Allons-nous vraiment vers une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses sur la sécurité internationale. Jusqu'à la prochaine vidéo.